Donc nous allons entendre maintenant Aude Bandini. Aude Bandini est spécialiste de CELARS. Elle est actuellement en postdoctorante à Montréal, je ne me trompe pas, c'est ça. Et elle devait nous parler de l'acratie épistémique. Je crois qu'elle va donc parler de l'acratie épistémique, du reste, après ce que j'ai compris. Mais le titre donc de l'exposé est maintenant Alexis Alexandrovitch est-il coupable? Nous l'écoutons. Merci beaucoup. Simplement, avant de commencer, je voudrais exprimer toute ma gratitude à l'égard de Claudine Tiercelin et de toute l'équipe de sa chaire, notamment Sophie Grand-Cyr et Jean-Jacques Rosa, pour m'avoir donné l'opportunité d'être ici aujourd'hui. Je suis très heureuse et je suis heureuse de voir aussi dans le public quelques visages amis que je n'avais pas revus depuis longtemps. Alors effectivement, mon titre a changé. Il fait référence au personnage d'Anna Karénine, Alexis Alexandrovitch Karénine, le fameux mari trompé. Et j'ai utilisé son nom parce qu'en fait, l'exemple de ce personnage va être exploité à de nombreuses reprises au cours de mon texte. Alors pour commencer, quelques éléments d'introduction. Je commencerai par un simple constat, qui est qu'une des raisons les plus communément invoquée pour justifier la suspicion à l'égard de la raison, tant dans ce qu'elle est que dans ce qu'elle peut, consiste à tirer parti d'arguments de fait, c'est-à-dire le fait que la manière dont nous nous comportons et dont nous pensons quotidiennement, peut-on considérer, prouve que nous sommes très loin d'être aussi rationnels que nous prétendons, ou même que parfois nous espérons, peut-être même simplement de l'être. Et si l'on était tout à fait honnête, poursuit cette critique, eh bien, il faudrait reconnaître qu'il n'y a tout simplement pas d'agent rationnel, purement rationnel, ou au sens où le conçoit le sens commun, comme dans une large mesure l'épistémologie, un modèle que l'épistémologie notamment pose volontiers comme norme. Autrement dit, sans même prendre en considération les cas pathologiques de croyances délirantes, la paranoïa, le syndrome de Capgras, de Frégoli, etc., sans même aller jusque-là, on a bien plutôt l'impression qu'au quotidien, c'est peut-être plus l'irrationalité que la rationalité qui constitue la règle. Autrement dit, les règles de la rationalité, telles qu'on les conçoit d'ordinaire et en philosophie en particulier, elles semblent si fréquemment et si diversement violées qu'on pourrait se demander ce qui justifie qu'on les considère encore comme des normes. Alors, dans l'exemplier, je donne un certain nombre d'exemples de normes de rationalité épistémique, mais on pourrait reprendre la liste aussi qui était proposée ce matin par Pascal Angèle. L'idée, si vous voulez, c'est, pour résumer, que si on s'intéresse moins à ce que les gens devraient faire et plutôt à ce qu'ils font effectivement, on peut se laisser convaincre que les principes de la rationalité peuvent tout à fait être enfreints parce qu'il nous arrive de croire des choses fausses, de croire des choses injustifiées, voire même de croire des choses contradictoires. Et d'ailleurs, quand ça nous arrive, on n'en est pas particulièrement troublé, tant du moins que l'épreuve de la réalité ne vient pas nous démentir, et surtout tant que nous n'avons pas à expliciter ou à rendre raison de nos croyances. Ce qui se passe quand nous devons rendre compte de nos croyances, eh bien, ce que nous faisons, c'est un effort de rationalisation, mais un effort de rationalisation ex post facto. C'est-à-dire qu'on rationalise, mais dans la perspective d'arriver à nous justifier ou à nous légitimer face à une potentielle critique, comme si on était convoqué devant le tribunal de la raison, qu'on avait des comptes à rendre, et la critique que j'évoque conduit à se poser la question de la légitimité et de l'autorité de ce tribunal. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que nous avons plus tendance à rationaliser qu'à penser rationnellement. Et il y aurait ainsi, comme le disait Nietzsche, une forme d'arrogance, voire même de forfanterie, à partir du principe que les individus croient ce qu'ils croient d'abord et essentiellement parce qu'ils ont des raisons de croire, de tenir ces croyances pour vraies, ou parce qu'elles dériveraient logiquement et infailliblement des autres croyances vraies qu'ils ont, et non pas
parce que, d'une manière ou d'une autre, ces croyances les arrangent, les rassurent, les confortent, bref, que ces croyances leur sont utiles. Alors, vous voyez sur l'exemplier, je fais également référence au paragraphe de vérité et mensonge au sens extramoral, qui a déjà, beaucoup plus que je ne le fais, cité Jacques Bouvresse hier, mais quand Nietzsche parle de l'émergence de l'institution de la connaissance parmi ces mythiques animaux intelligents, il parle de la minute la plus orgueilleuse et la plus mensongère de l'histoire universelle. Donc si on suit les analyses de Nietzsche dans Vérité et mensonge, on a la sensation que les principes de la rationalité théorique ne seraient que l'expression la plus achevée des capacités de dissimulation et de tromperie de ce grand déceptor. J'emprunte le terme à Descartes, hein, c'est par ce terme qu'il désigne le malin génie dans les méditations. Donc on a la sensation que les canons de la rationalité théorique ne sont que l'expression de ce grand déceptor qu'est l'intellect humain, qui réussit par un remarquable tour de force à nous faire croire que nous devrions nous soucier de la vérité et fuir le faux ou le mensonge, quelles qu'en puissent être les conséquences ou l'utilité, sous prétexte qu'il existerait en nous quelque chose comme ce que Nietzsche appelle un instinct de vérité honnête et pur, ce que, évidemment, Nietzsche conteste. Alors, si cette analyse est correcte, la frontière stricte qu'on a communément tendance à essayer de vouloir instaurer entre la rationalité et, d'autre part, l'irrationalité, eh bien, cette frontière relèverait purement et simplement du dogmatisme. Et de facto, il y a des études empiriques tout à fait sérieuses, et je pense notamment à celles qui ont été conduites par l'anthropologue britannique Tanya Luhrmann, qui, après avoir travaillé à Cambridge, travaille maintenant à Stanford, et c'est une ancienne élève de John Skorupski, donc ça ne peut pas être quelqu'un de fondamentalement mauvais. Et les travaux qu'elle a conduits laissent entendre qu'il n'y a fondamentalement rien de surprenant, il n'y a rien d'étrange ni même d'incorrect à ce que des individus éduqués, des médecins, des infirmières, des professeurs, etc., des gens qu'on aurait toutes les raisons par ailleurs de considérer comme rationnels, eh bien que ces gens puissent en venir à pratiquer régulièrement la sorcellerie à la fin du XXe siècle dans la banlieue de Cambridge, hein, où pendant des cérémonies, ils se mettent tout nus et ils invoquent la puissance d'Isis et par l'intermédiaire de tout un tas d'appareils, d'instruments thaumaturgiques, eh bien, ils prétendent gouverner la matière. Ça, c'était son premier livre en 89, hein, Persuasions of the Witchcraft. Et dans son dernier livre, qui est paru l'année dernière en 2012, elle montre que, de la même manière, en dépit des apparences, il n'y a rien d'incompréhensible dans le fait que certains adeptes du mouvement du renouveau chrétien évangélique aux États-Unis en arrivent, selon leurs propres témoignages et aux yeux même de l'anthropologue qu'elle est, à expliquer qu'ils vivent quotidiennement en présence d'un Dieu personnel qui leur parle, dont ils reconnaissent la voix, en la compagnie duquel ils vont se promener, ils s'assiedent sur des bancs, ils lui font des câlins, et ils peuvent le consulter sur la couleur de la chemise qu'il serait approprié de porter ce soir. Alors, pas plus que, c'est vraiment là-dessus que les analyses de Luhrmann portent, elle est très pascalienne de ce point de vue-là, elle considère que pas plus que les sorciers britanniques, les chrétiens évangélistes américains ne méritent pas qu'on les considère comme des fous ou des délirants. Et d'autre part, il n'y a pas de raison non plus, pense-t-elle, de penser qu'ils feraient seulement semblant de croire ce qu'ils disent croire, qu'ils exprimeraient seulement de manière un peu étrange des croyances que chacun d'entre nous entretiendrait exactement. Ils croient bien, dit-elle, ce qu'ils croient et ce qu'ils disent croire, et ils se comportent bien comme si leurs croyances étaient vraies. Alors que de telles choses soient possibles, hein, qu'on puisse prétendre pouvoir communiquer avec des dieux anciens ou consulter Dieu sur le programme de son après-midi, et que ça ne relève pas d'une pathologie particulière, naturellement ça pose un problème tout à fait redoutable pour la philosophie, et plus spécifiquement, pour l'épistémologie en tant qu'elle est une discipline non pas, ou du moins pas seulement descriptive, mais également normative. Le sentiment d'indignation philosophique, si vous voulez, qu'on pourrait avoir, c'est est-ce que ces gens n'ont quand même pas fondamentalement tort de croire ce qu'ils croient ? Est-ce qu'on ne peut pas leur reprocher d'avoir des croyances irrationnelles, des croyances qu'en droit ils ne devraient pas avoir, tout simplement parce qu'elles sont fausses, parce qu'elles sont mal fondées, parce qu'elles sont auto-légitimantes, et parce que ces gens le savent ou devraient le savoir. Alors, ce sentiment d'indignation, en un certain sens, me paraît sain, hein,
comment est-ce qu'on peut croire des choses pareilles? Mais naturellement, il demande à être fondé. L'idée, c'est que si c'est une vertu épistémique que d'être rationnel, et que c'est un vice, au contraire, épistémique, que d'être irrationnel, alors il faut s'entendre exactement sur ce qu'on veut dire par là. Alors qu'est-ce que c'est, pour commencer, qu'une croyance irrationnelle? C'est une croyance, tout simplement, dont on juge en troisième personne, voire même en première personne, qu'on ne devrait pas, ou qu'on n'aurait pas dû l'entretenir, parce que soit son contenu, soit son mode de formation, voire les deux, violent un certain nombre des principes que nous considérons comme constitutifs de la notion même de croyance. Je voudrais souligner ici que le concept de croyance, c'est un concept qui est au moins en partie normatif, et son caractère normatif provient du fait que, par défaut, nous considérons qu'un état mental ou qu'une attitude mentale est une croyance, si et seulement si elle est rationnelle, encore une fois, soit du point de vue de son contenu, soit du point de vue de son mode de formation. Alors c'est là la raison pour laquelle on a spontanément du mal à croire que les sorciers que nous décrit Tania Luhrmann croient vraiment sérieusement à la sorcellerie, et voilà pourquoi on a du mal à croire que, de manière générale, les individus irrationnels croient vraiment à ce qu'ils croient. Et pour en arriver à mon Alexandre Alexandrovitch Karénine, eh bien, lui-même se demande s'il a jamais cru, et si oui, comment il a pu croire que sa femme Anna lui était fidèle, alors que la vérité était là, sous ses yeux. Alors, de fait, d'un point de vue philosophique, je ne prétends pas vous fournir une analyse littéraire de la dynamique du roman, ni des personnages qui y sont mis en scène. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est le fait que philosophiquement, il y a bien quelque chose qui nous résiste dans le phénomène des croyances irrationnelles, et en vertu de quoi on a quasiment la sensation que le problème de l'irrationalité ne peut pas être philosophiquement posé. Et à cet égard, la réflexion qui a été posée par Donald Davidson dans Les paradoxes de l'irrationalité, elle me semble particulièrement éclairante dans la manière dont elle décrit les conditions de possibilité de l'irrationalité proprement dite. Que dit Davidson? Il explique qu'il n'y a de paradoxe de l'irrationalité qu'à partir du moment où l'on comprend que, je cite, ce qui est rationnel n'est pas simplement ce qui est non rationnel, ce qui se tient hors des limites de du rationnel, l'irrationalité est un échec au domicile de la raison elle-même. Et ce paradoxe, poursuit Davidson, je cite à nouveau, a sa source dans ce qui fait partie de nos manières les plus fondamentales de décrire, de comprendre et d'expliquer les états et les événements psychologiques. Fin de citation. Alors, comme le remarquait Russell dans l'histoire de ses idées philosophiques, la philosophie ne vaudrait pas une heure de peine si elle se consacrait à comprendre et à expliquer les mille et une façons dont les sots disent des sottises. Alors, sauf si on est Kevin Mulligan, qu'on veut défendre la position selon laquelle la sottise peut, malgré tout, nous intéresser. L'idée, simplement, c'est que, avec les individus qui entretiennent des croyances authentiquement irrationnelles, c'est bien le cas des gens auxquels s'intéresse Tania Luhrmann, on n'a pas affaire à des sots au sens qu'on n'a pas affaire à des gens qui sont fous. On a affaire à des gens qui sont rationnels, mais qui, pour des raisons qui nous échappent, en arrivent à entretenir des croyances qui, potentiellement, même au départ, leur paraissaient aussi farfelues qu'elles nous le paraissent à présent. Et des croyances qui ont tous les moyens, en termes à la fois cognitifs et en termes aussi de données ou de preuves disponibles, de considérer comme fausses ou de considérer comme étant en contradiction avec les faits. Et donc c'est à bon droit que, conformément au principe de charité de Davidson, on leur attribue la rationalité. Et ça, c'est nécessaire pour que l'irrationalité de certaines, au moins de leurs croyances, puisse émerger et être saisie véritablement comme un problème philosophique. Alors, à la suite de Davidson, il y a de nombreux philosophes qui se sont efforcés de penser et de rendre compte de l'irrationalité épistémique en essayant de la présenter et de la penser comme une forme spécifique, au sens d'une forme cognitive, d'acrasie ou d'incontinence, la fameuse faiblesse de la volonté dont notamment Platon et Aristote nous avaient fourni déjà de premières explications. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acrasie épistémique? Je me fonde de ce point de vue sur les travaux de Davidson. L'acrasie épistémique, elle consiste, pour un sujet, précisément à croire ce qu'il sait qu'il ne devrait pas croire. Je devrais croire que Anna m'est infidèle, mais je continue à croire
qu'elle met fidèle. L'idée, c'est que l'agent sait ce qu'il devrait croire, mais il échoue à le croire et il croit autre chose, ou il croit même l'inverse. Donc ce qui est enfreint ici, c'est ce principe de rationalité que Davidson appelle le principe de continence, qui prescrit qu'on doit croire selon son meilleur jugement épistémique. On doit croire selon ce qu'on juge avoir la plus grande probabilité d'être vrai. Or, sur la base de ce qu'il constate, de ce qu'il entend, de l'attitude ouvertement et de plus en plus suspecte d'Anna, eh bien, Alexis Alexandrovitch Karénine devrait croire qu'elle le trompe et qu'elle lui ment. Elle lui ment peut-être pas en allemand, mais en russe, mais elle lui ment néanmoins. Alors, mais qu'est-ce qu'on voit dans le roman? C'est que jusqu'au moment des aveux, eh bien, Alexis Alexandrovitch persiste à croire, malgré tout, en la fidélité de sa femme. Et le fait qu'il se reproche amèrement par la suite son aveuglement indique, ou du moins laisse entendre, qu'il se juge responsable d'avoir manqué à ses devoirs épistémiques, alors même qu'il était en mesure de les observer. Donc Alexis Alexandrovitch est évidemment en colère contre sa femme, mais il est aussi contre lui-même, et il se reproche de s'être aveuglé ou de s'être menti à lui-même. Alors, est-ce que ce reproche est véritablement fondé? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt considérer que, jusqu'à ce qu'il découvre la vérité, ce brave Alexandre Alexandrovitch n'avait tout simplement pas envisagé une seule seconde que les données dont il disposait étaient suffisantes pour prouver que sa femme lui était infidèle? Pourquoi? Parce que, par manque d'expérience, Alexis Alexandrovitch ne connaît rien au comportement des femmes adultères, il n'a pas prêté attention aux faits, ou du moins il ne les a pas interprétés correctement, et par conséquent, la croyance que Anna lui était parfaitement fidèle lui a toujours paru la plus justifiée, et par conséquent, celle qu'il devait croire. On pourrait ajouter que son angoisse d'être trompé, la plus ou moins consciemment, conduit à refuser d'envisager sérieusement la thèse que Anna aurait pu lui être infidèle. Autrement dit, Alexis Alexandrovitch, si on adopte cette analyse, se serait conduit de manière finalement rationnelle, il n'aurait commis qu'une erreur involontaire, liée à une erreur dans la prise en compte des données pertinentes, qu'on peut expliquer par son ignorance ou une forme de naïveté, son émoi, son angoisse, etc. Donc il aurait commis une erreur et pas une faute, qu'il aurait commise intentionnellement, comme si, face à la vérité, il s'en était détourné et avait choisi délibérément de croire le faux. Autrement dit, Alexis Alexandrovitch serait victime, doublement, victime du mensonge fomenté par Anna Evronsky, et d'autre part, victime de sa propre nature et de sa propre émotion qui l'ont aveuglé. D'où l'idée que, fondamentalement, s'il se reproche d'avoir cru ce qu'il a cru, il serait trop sévère avec lui-même, ce qui d'ailleurs, soit dit en passant, étant donné les traits psychologiques du personnage dans le roman, pourrait paraître assez vraisemblable. Mais Alexis Alexandrovitch serait trop sévère avec lui-même en se reprochant de n'avoir vu rien venir de ce qui lui pendait au nez, ou du moins ce qui lui poussait sur le haut du crâne. Alors, une explication comme celle que je viens de suggérer, une explication par une erreur, elle a philosophiquement le mérite de sauvegarder un certain nombre de nos intuitions rationalistes. Puisque, autrement dit, Alexis Alexandrovitch ne se serait pas dérobé au principe de continence épistémique, au principe qui veut que l'on doit croire en fonction de son meilleur jugement. Il ne s'y est pas dérobé puisque, selon lui, encore une fois, compte tenu des données disponibles, le fait qu'Anna lui était fidèle était bien, de son point de vue, ce qu'il avait les meilleures raisons de croire. Alors, qu'est-ce que ça permet, une interprétation comme celle-ci? Ça permet de préserver, d'une part, le principe rationnel selon lequel nos croyances reflètent toujours ce que nous considérons comme le plus approprié de croire, et d'autre part, le principe selon lequel nous ne pouvons pas croire une proposition qui nous paraît clairement être fausse, ou du moins une hypothèse qui nous paraît moins vraisemblable, moins vraie qu'une autre. Autrement dit, on pourrait résumer ça sous la forme du « nul ne croit le faux volontairement ». Et il y a ainsi un certain nombre de philosophes qui considèrent qu'il ne peut pas y avoir d'acrasie épistémique, il ne peut pas y avoir de mensonge à soi-même, ni de manière générale d'irrationalité théorique, parce que fondamentalement, on ne peut pas se dérober à la vérité une fois qu'on l'a aperçue.
Alors, je propose, dans ce qui suit, d'expliquer le type d'argument qu'on peut mobiliser en faveur de cette thèse, que j'appelle « nul ne croit le faux volontairement », avant de souligner les problèmes qu'elle pose et qui me conduiront à la rejeter. Alors, pour comprendre cette thèse que j'appelle « le nul ne peut croire le faux volontairement », je fais ici implicitement référence au principe de Platon qui est proposé par Davidson. Pour arriver à comprendre de quoi il s'agit, il faut souligner et prendre acte de l'impossibilité conceptuelle dans laquelle nous nous trouvons de considérer les croyances comme des actions et par conséquent de croire à volonté ou de croire intentionnellement au sens ordinaire du terme. Alors je propose de résumer grossièrement l'argument sous la forme d'un dilemme, qui est le dilemme classique de l'involontarisme doxastique, pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec ce type de discussion. L'idée, c'est que, première branche du dilemme, imaginons que je veux croire une certaine proposition, je veux croire que P parce que je considère que ce serait une bonne chose, une chose utile, appropriée, désirable, etc., de croire que P. Imaginons qu'on vous propose de vous offrir 1 million d'euros si vous vous mettez à croire au Père Noël, eh bien vous pouvez légitimement avoir envie de croire au Père Noël. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que j'ai bien une intention de croire qui semble parfaitement, pour le coup, raisonnable ou rationnelle et convaincante, mais naturellement, cette intention, elle est indifférente à la question de savoir si P est vrai. Or, le problème, c'est que je ne peux pas croire que P si je pense, ou du moins je ne peux croire que P que si je considère que P est vrai. Donc, je ne peux pas croire volontairement que P. C'est la raison pour laquelle, je suis navrée, vous ne pouvez plus croire au Père Noël. C'est trop tard. Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que je résume ce point? C'est l'idée selon laquelle les raisons pratiques, qui d'habitude nous servent à agir, ces raisons pratiques ou qu'on appelle aussi extrinsèques, elles peuvent bien donner lieu à une intention, mais elles sont épistémiquement inertes. Voire elles sont même contre-performantes. En effet, le fait qu'une croyance soit formée de manière volontaire ou de manière délibérée, ça semble plutôt avoir pour effet que nous ne pouvons pas l'adopter. Donc, avoir la volonté de croire que P, ou avoir l'intention de croire que P, ça constitue une mauvaise raison de croire que P, une raison non pertinente, et peut-être même que ça nous empêche tout simplement de croire que P. Alors, autre branche du dilemme, si on veut essayer de défendre l'idée qu'on puisse croire à volonté ou de manière intentionnelle, on pourrait dire pourquoi est-ce que je ne peux pas croire ou avoir l'intention de croire que P pour des raisons épistémiques. Je veux croire telle ou telle proposition justement parce que cette proposition me paraît vraie. Et là, il y a un autre paradoxe, c'est-à-dire que, imaginons que je veuille croire que P parce que j'ai des indices ou des preuves convaincantes en faveur de la vérité que P. Le problème, c'est que si je dispose de raisons convaincantes de la vérité de P, eh bien, je crois déjà que P. Autrement dit, l'acte de jugement ou d'acceptation qui conduit à l'adoption ou à la formation de la croyance, il n'est pas lui-même volontaire. C'est ce qu'on veut dire quand on dit que l'évidence s'impose. Vous n'avez pas à évaluer l'évidence pour décider de suspendre votre jugement ou de l'exercer effectivement. Donc, à quoi est-ce qu'on aboutit? Encore une fois, il semble qu'on ne puisse pas croire volontairement que P. Autrement dit, les raisons théoriques ou les raisons constitutives de croire, elles, pour le coup, elles sont épistémiquement efficaces, elles mènent bien à une croyance, mais elles sont absolument contraignantes et elles ne mettent pas d'intention en jeu. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que les seuls cas où je peux vouloir croire que P sans y être contraint sont les cas dans lesquels mon intention n'est pas motivée par des raisons épistémiques. Mais du même coup, ce sont aussi les cas dans lesquels mes raisons de croire s'avèrent inéluctablement inefficaces pour produire la croyance en question. Donc, poursuivrai l'argument tel que je le reformule, il ne peut pas y avoir d'acrasie épistémique, puisqu'il est impossible de croire volontairement ou intentionnellement, a fortiori, il est impossible de croire volontairement contre son meilleur jugement épistémique. Alors, une argumentation comme celle-là peut paraître séduisante, mais elle pose un certain nombre de problèmes, au moins à deux égards. D'une part, elle dissout le problème de l'irrationalité, bien davantage qu'elle ne le résout véritablement, c'est-à-dire qu'on a la sensation que le problème de l'irrationalité ne se pose tout simplement pas, étant donné les traits conceptuels qu'on a attribués à la croyance. Il y a ensuite le fait qu'il y a une prémisse qui paraît difficile à accepter, c'est cette idée que
on ne peut pas croire une proposition sur la base de raisons pratiques. Pascal a déjà très bien montré que l'action peut guider la croyance. Il semble empiriquement faux de considérer que des choses comme les désirs ou les émotions ne peuvent pas au moins causer une croyance à défaut d'en constituer les raisons. Deuxième problème que pose cette thèse, c'est qu'elle conduit à penser que fondamentalement, puisque nous ne pouvons pas choisir de croire ou de ne pas croire, eh bien, nos normes épistémiques ne peuvent jamais tout simplement être enfreintes. Donc on ne croit jamais contre son meilleur jugement, on ne croit jamais sans tenir la croyance comme vraie. Le problème, c'est que si on pose une norme, notamment les normes épistémiques, comme nous, par principe, ne pouvant jamais être violées, eh bien, on n'a plus affaire à une norme, on a affaire à une loi. Et ça a pour conséquence de rendre l'idée que nous serions responsables et que nous aurions des devoirs épistémiques, ça rend cette idée-là complètement exsangue, ça la rend complètement dépourvue de sens. Et je tiens cette conséquence-là précisément comme inacceptable et dirimante pour la thèse de l'intellectualisme, si vous voulez, pur, ou ce que j'appelle le nul ne croit le faux volontairement. Mais il y a quelque chose que je retiens, c'est le point sur lequel elle attire notre attention, à savoir le fait qu'il est conceptuellement très problématique, pour dire le moins, d'assimiler les croyances à des actions et de penser que vouloir ou avoir l'intention de croire pourrait jouer le rôle de raison appropriée de croire. Alors, comme le soulignait Davidson, la doctrine de la rationalité pure que je viens d'exposer, elle a son opposé, et je pense que c'est le cas en matière épistémique comme en matière pratique. Et on trouve ce type de doctrine notamment chez Nietzsche, dont j'ai parlé dans l'introduction, ou encore chez Hume. C'est l'idée que si la raison n'est et ne peut être que l'esclave des passions, eh bien la croyance fausse de notre infortuné Alexis Alexandrovitch Karénine s'explique par le fait que quand bien même il aurait eu conscience du fait que les données prouvaient l'infidélité de son épouse, eh bien la force de son désir que cela soit faux, ou au contraire son angoisse que cela soit vrai, l'emporterait finalement, irrésistiblement, et que ainsi il persiste à croire ce qu'il avait des raisons théoriques suffisantes de tenir pour faux. Alors là aussi, c'est une option qui paraît de bon sens et relativement séduisante, mais elle ne permet pas mieux que son opposé de rendre compte du fait que nous avons des devoirs et des responsabilités épistémiques que nous pouvons assumer. C'est-à-dire que si la croyance est motivée de manière irrésistible par un désir ou une émotion potentiellement inconscient et à peu près implacable, eh bien, la croyance répond bien à une forme d'intention, mais il est bien difficile de dire que cette intention est celle du sujet lui-même, ou qu'il la reconnaîtrait comme étant bien à lui. On a plutôt l'impression que cette attention ou cette volonté de croire, si elle l'habite, n'est pas libre. Elle paraît être étrangère à l'agent épistémique et il semble par conséquent douteux qu'on puisse l'en tenir pour responsable. Donc l'idée, c'est qu'Alexis Alexandrovitch, dans ce sens-là, aurait été manipulé par son désir ou son angoisse, comme de manière générale, d'après Nietzsche ou d'après Schopenhauer, les individus sont manipulés par leur propre intellect, qui leur fait prendre pour des vessies pratiques, des vessies pratiques pour des lanternes épistémiques. Alors, passons-en maintenant à un cas un petit peu plus spécifique. Si l'irrationalité épistémique est possible, et je prends pour acquis qu'elle est possible, et que d'autre part c'est une norme et un devoir épistémique de ne pas adopter ou entretenir de croyances irrationnelles, il y a un certain nombre de conditions nécessaires, peut-être pas suffisantes, mais il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies. Premièrement, l'agent doit être épistémiquement compétent. Il doit être capable de faire la différence entre une raison constitutive de croire et une raison extrinsèque de croire. Je dois savoir que si j'adopte cette croyance, c'est parce que j'ai de bonnes raisons, ou au contraire parce que je trouve ça très pratique et utile d'y croire. Il doit être capable aussi d'évaluer correctement la valeur de vérité d'une hypothèse. Et enfin, plus problématique peut-être, il doit pouvoir intentionnellement acquérir une croyance, bien que sur la base des données disponibles, celle-ci soit probablement moins vraie qu'une autre. Ça, c'est la condition qui paraît difficile, mais elle paraît être nécessaire pour pouvoir fonder l'imputabilité. Alors, un bon candidat à ce type d'irrationalité épistémique, auquel j'ai déjà fait rapidement allusion précédemment, semble être ce que le sens commun appelle tout simplement le mensonge à soi-même.
Et le caractère paradoxal de ce type d'attitude doxastique avait déjà attiré l'attention de Freud, et puis en réaction, naturellement, celle de Sartre. Alors les références auxquelles je ferai appel dans ce qui suit ne seront pas tirées de ces deux sources-là, donc je les considère comme illégitimes. Simplement, je me suis intéressée davantage aux travaux contemporains en épistémologie. Et de facto, ces 20 dernières années, il y a une littérature tout à fait conséquente qui s'est consacrée à cette question du mensonge à soi-même, ou comme on va le voir, de la duperie de soi, sous l'influence des travaux de Donald Davidson et de John Elster. Alors, simplement, avant d'aborder cette question proprement dite, avant d'essayer de comprendre comment le mensonge à soi-même, comme forme d'irrationalité épistémique qui engage notre responsabilité, est possible, simplement une remarque terminologique. Le débat philosophique contemporain dans lequel je m'inscris, et qui se tient à quelques exceptions près, les travaux de Pascal Angel, notamment, qui ne fait pas que des bonnes critiques des films de Wes Anderson, on l'a vu ce matin. Il travaille aussi sur ces questions. Dans la littérature anglo-saxonne, de langue anglaise, on n'utilise pas l'équivalent de l'expression mensonge à soi-même, qui serait quelque chose comme lying to oneself. On utilise le terme de self-deception. Et Pascal Angel propose de traduire cette expression par duperie de soi. Alors l'expression peut paraître un peu étrange au regard de l'usage commun, mais elle a évidemment l'avantage d'être philosophiquement plus précise. Une deuxième remarque qui me paraît nécessaire concerne le lien entre acrasie épistémique, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, et duperie de soi. Les deux notions sont proches, mais elles ne sont pas coextensives dans la mesure où, comme le souligne notamment Davidson, la duperie de soi suppose une intention et une action, ce qui n'est pas nécessairement le cas de l'acrasie épistémique. Alors, si on se fie à Davidson, on peut proposer la description de la duperie de soi suivante. La duperie de soi, ça correspond, je cite, à ce type de situation dans lequel la somme des données disponibles pour l'agent pointe en direction de la vérité d'une certaine proposition, ce qui fait que l'agent est enclin à la croire ou à la traiter comme étant plus probablement vraie que fausse. Cette inclination l'entraîne à rechercher, à favoriser ou à mettre en valeur ce qui pourrait renforcer la fausseté de la proposition ou à ignorer ce qui pourrait la rendre vraie. Il s'ensuit que l'agent est plus enclin à croire la négation de la proposition initiale, même si la totalité des données dont il dispose va à l'encontre de cette attitude. Alors, qu'on utilise le terme courant de mensonge à soi-même ou celui plus technique et plus approprié, je crois, de duperie de soi, le premier réflexe consiste à essayer de comprendre ce dont il s'agit par analogie avec le cas du mensonge à autrui ou de la duperie interpersonnelle. Ça a le mérite, pour les intérêts qui sont les miens, de présenter la duperie de soi comme étant de nature intentionnelle, ce qui paraît décisif si on veut comprendre et défendre l'idée que la duperie de soi engage bien notre responsabilité, mais elle a l'inconvénient de présenter le processus d'acquisition ou de rétention de croyances comme étant une action, ce qui, pour les raisons que j'ai précédemment évoquées, est tout à fait discutable. Alors comment est-ce qu'on peut définir la duperie interpersonnelle ? D'ordinaire, on considère que une personne A dupe une personne B quand, premièrement, A croit qu'une certaine proposition est fausse, A croit que non P, et deuxièmement, A fait intentionnellement en sorte que B croit que P. Donc P entretient la croyance fausse, mais cette croyance qu'il tient pour vraie. Donc l'idée, c'est que, par exemple, jusqu'à un certain point, Anna, par ses dénégations et par ses dissimulations, elle fait croire à Alexandrovitch qu'elle lui est fidèle. Alors les caractéristiques importantes sont ici le caractère contradictoire des croyances à la fois de A et de B. A croit que non A et B croit que... A croit que non P et B croit que P. Et d'autre part, le caractère intentionnel de l'acte qui est réalisé par A. Alors une fois qu'on a ce modèle en tête, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de concevoir la duperie de soi comme une espèce de version internalisée ou interne de la duperie interpersonnelle. Et ça a l'avantage de permettre de distinguer la duperie de soi d'une simple erreur accidentelle ou d'un autre phénomène non intentionnel et irrationnel comme le fait de prendre ses désirs pour des réalités. L'idée, c'est que donc, dans la duperie de soi-même, l'irrationalité, elle surgit du fait que la personne qui se dupe elle-même se fait intentionnellement croire que P,
alors, et même en un certain sens parce que, elle croit que non P. Ce qui semble impliquer deux choses. Premièrement, du point de vue de la structure du système de croyance, cette personne, elle paraît entretenir deux croyances contradictoires. Elle a l'air de croire que P d'une part et que non P d'autre part. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la littérature le paradoxe statique de la duperie de soi. Et d'autre part, du point de vue de la formation des croyances, ça semble impliquer que la personne ou l'agent épistémique parvient à acquérir une croyance qu'elle croit par ailleurs être fausse. C'est ce qu'on appelle le paradoxe dynamique, qui vient du fait simplement que on a la sensation que pour que la duperie à soi-même soit possible, eh bien, il faut que le secret de la duperie soit entretenu. Or, si la personne qui dupe et la personne qui est dupée sont une seule et même personne, évidemment, le secret de la duperie est toujours nécessairement déjà éventé. Donc ça, c'est le paradoxe dynamique de la duperie de soi. Alors, on peut considérer ces deux paradoxes comme suffisants pour rejeter l'existence de quoi que ce soit qui s'apparente à de la duperie de soi, ou du moins comme étant suffisant pour affirmer que les états mentaux des sujets qui sont supposés se duper eux-mêmes eh bien, sont tout simplement inconcevables pour l'observateur extérieur qui essaye de les interpréter, et que par conséquent, ces gens-là ne sont pas irrationnels, ils sont tout bonnement non rationnels, et leur comportement est complètement inintelligible. Pardon. Oh. Je me dupe moi-même en pensant que je vais finir. Ça marche. Alors, il y a deux positions, deux écoles, en fait, qui, en général, se sont efforcées de répondre à ces deux paradoxes. D'une part, les partisans de ce qu'on appelle l'intentionnalisme, qui considèrent à considérer que la duperie de soi est bien, en fait, un acte intentionnel, mais qu'on peut résoudre les paradoxes simplement en soulignant, d'une part, pour résoudre le paradoxe statique, que croire que P et croire que non P, ça n'est pas équivalent à croire que P et non P. Donc en fait, il n'y a pas de croyance, d'état de croyance à proprement dit contradictoire. Et d'autre part, que le paradoxe dynamique peut être surmonté à partir du moment où on accepte l'idée qu'il y aurait une forme de division, si vous voulez, à l'intérieur du sujet, entre fondamentalement des espèces d'entités ou de systèmes qui pourraient constituer des espèces de sous-agents plus ou moins indépendants. Alors, les philosophes qui défendent cette position ont parfois une interprétation de cette idée de division psychologique plus ou moins radicale. On en trouve une version assez affaiblie chez Davidson, mais on en trouve parfois des versions très radicales, par exemple chez Johnston, qui dit défendre une théorie homonculariste, c'est-à-dire qu'on a en chacun de nous deux petits agents qui peuvent avoir leurs propres états mentaux. Alors évidemment, métaphysiquement, c'est assez difficile. C'est pas, pour ma part, en tout cas, l'hypothèse que je suivrai. L'autre voie d'interprétation, c'est ce qu'on appelle le motivationnalisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle eh bien, la duperie de soi est le résultat de l'exercice d'un état motivationnel, typiquement un désir ou une angoisse. Et l'idée, c'est que la duperie de soi, en fait, n'est pas le résultat d'une intention délibérée, mais qu'elle vise simplement à remplir une fonction, c'est-à-dire à remplir la fonction de satisfaire le désir ou l'angoisse qui est relative à la propriété, à la proposition, en question. Alors, je prétends pas du tout ici, surtout en 10 minutes, trancher le débat entre intentionnalisme et motivationnalisme. Ce que plus modestement je vais m'efforcer de proposer dans la dernière partie de cet exposé, c'est une analyse de la duperie de soi qui puisse essayer d'en rendre compte de manière satisfaisante et mettre clairement en évidence ce qu'il y a en elle d'irrationnel et ce qui, me semble-t-il, engage la responsabilité épistémique de l'agent. Et l'option que je choisis est motivationnaliste. Alors encore une fois, il est tentant de chercher à expliquer, à concevoir la duperie de soi comme, de manière générale, la dynamique de nos pensées sur le modèle de l'action. Mais je crois que le langage qu'on utilise pour faire ça, qui est très souvent le langage de la pratique et de la morale, en fait, est en partie responsable du fait qu'on a du mal à concevoir la duperie de soi comme autre chose qu'une forme interne de duperie interpersonnelle. Et le fait qu'on parle de duperie de soi, de formation, d'acquisition de croyances, de devoirs épistémiques, etc., est potentiellement trompeur et risque de nous conduire à placer des intentions là où il n'y en a pas,
et à penser aussi que les croyances pourraient être provoquées à volonté, que croire serait une action. Le problème, évidemment, c'est que quand on s'intéresse à ce genre de choses en philosophie, on ne dispose pas véritablement d'un autre vocabulaire que celui que la philosophie morale ou la philosophie de l'action met à notre disposition. Et je voudrais montrer comment, dans la duperie de soi, ce modèle pratique de la duperie interpersonnelle me semble problématique dans la mesure où c'est lui qui nous conduit à concevoir deux agents, là où, fondamentalement, il n'y en a qu'un. Et c'est ça qui fait problème quand on veut rendre compte de la duperie de soi. Alors, de quoi est-ce que celui qui se dupe lui-même est coupable, ou du moins de quoi il est responsable ? La question est complexe. Assurément, celui qui se dupe lui-même est responsable de s'être mis dans les conditions épistémiques dans lesquelles il s'est délibérément placé. Il est responsable de s'être mis en position d'avoir des données biaisées ou d'interpréter ces données de manière biaisée. Et c'est ça qui le cause à adopter une croyance fausse ou injustifiée. On pourrait considérer d'autre part que, puisqu'il a été causé à se duper lui-même, non intentionnellement, il est en même temps victime de ce qui lui arrive, puisqu'il n'a pas choisi de croire ce qu'il croit. Donc, il ne serait pas responsable. Alors, je vous renvoie à Clifford, dans son article séminal sur l'éthique de la croyance. Lui pense que, oui, l'agent qui se dupe lui-même est tout à fait responsable. Dans ce texte, il décrit un armateur qui sait que son bateau est vétuste, que son bateau aurait besoin d'être réparé. Il a déjà été réparé à plusieurs reprises. On lui dit qu'il est très abîmé et il songe à engager les fonds nécessaires pour le faire réparer. Et puis finalement, il se ravise et, je cite Clifford, « Il réussit à chasser ses sombres pensées, se disant qu'après tout, son bateau était toujours revenu à bon port et qu'il était stupide de penser qu'il ne rentrerait pas au port. Il n'y avait qu'à s'en remettre à la providence qui ne pourrait manquer de protéger toutes ces familles malheureuses. L'armateur donc s'efforça d'écarter de son esprit tout soupçon quant à l'honnêteté des constructeurs et des entrepreneurs et parvint ainsi à se rassurer et à se convaincre sincèrement, j'insiste, que son vaisseau était absolument sûr et en état de naviguer. Il assista donc à son départ le cœur léger en formulant des vœux pieux pour le succès des exilés. Il encaissa le paiement de la compagnie d'assurance quand son bateau périt en pleine mer sans laisser de traces. » Donc l'idée, c'est que pour Clifford, l'armateur est coupable de la mort des passagers, et il serait coupable même si les passagers n'étaient pas morts, tout simplement parce qu'il n'avait pas le droit de fonder la croyance qu'il a acquise sur les informations qu'il possédait. Et même si sa croyance est tout à fait sincère, il doit être tenu pour responsable d'avoir mal cru. Alors, je me sers de cet exemple parce qu'il illustre très bien, je crois, un cas paradigmatique de duperie de soi. Simplement, la question que je me pose, ce n'est pas celle de savoir si celui qui se dupe lui-même est moralement blâmable ou responsable. Je voudrais savoir s'il est épistémiquement responsable, comme le laisse entendre Clifford, d'avoir eu la croyance qu'il a eue. Est-ce qu'il pouvait éviter d'interpréter les faits de la manière biaisée dont il les a interprétés ? Alors, pour Clifford, oui. Il aurait dû voir, il aurait dû savoir, il aurait dû se rendre compte. Mais on peut être tenté de considérer que, au contraire, les données telles qu'il les appréhende et qu'il les interprète, elles sont déjà biaisées à son insu, contrairement à son intention, et que son processus de formation de croyance, bien qu'il soit contraint, est tout à fait sincère. Alors on pourrait considérer qu'il n'est pas responsable. Alors, l'idée que je voudrais mettre en évidence, du moins c'est ça la thèse que je voudrais défendre, c'est que je crois que dans un cas comme celui de la duperie de soi, le fait de la duperie de soi, c'est-à-dire le fait d'acquérir une croyance fausse, est quelque chose qui se produit de manière non intentionnelle, et qu'on ne peut pas en être tenu pour responsable dans la mesure où l'intention, si on en a une, l'intention ne porte que sur la manipulation à la fois des données et des interprétations, le fait de biaiser les processus d'interprétation. L'intention va jusque-là, et il n'y a que jusque-là que mon contrôle peut aller, alors que lorsque j'adopte la croyance fausse, je me comporte en agent épistémique tout à fait rationnel. Simplement un mot pour conclure. Le fait que la duperie de soi, telle que je l'entends, ne soit pas le résultat d'une intention, néanmoins ne signifie pas que celui qui se dupe lui-même n'a pas, en un certain sens, naturellement, tort de le faire.
Et je pense que dans les options épistémologiques qu'on a, je pense que l'épistémologie des vertus nous fournit un cadre adéquat pour comprendre pourquoi. C'est-à-dire que le fait de former, même de manière non intentionnelle, des croyances à partir de données biaisées ou d'interprétations biaisées de ces données, ça relève bien d'un défaut de caractère. Ça relève bien d'un défaut de caractère épistémique, c'est-à-dire que d'ordinaire, on condamne les gens qui se dupent eux-mêmes pour les conséquences potentiellement délétères pour eux comme pour autrui que ça peut impliquer. Mais si on adopte cette position, eh bien, on est fondamentalement d'accord avec Nietzsche et cette idée, toujours dans Vérité, mensonge au sens extramoral, selon laquelle les hommes fuient moins le mensonge que le préjudice causé par le mensonge, et que c'est dans ce sens restreint que l'homme veut la vérité, celle qui conserve l'existence, et qu'il est indifférent à l'égard de la connaissance pure et sans conséquence. Je pense que c'est faux. À mes yeux, nos normes épistémiques, elles courent toujours le risque d'être violées au nom du respect de normes pratiques, sous prétexte que ces normes pratiques leur seraient supérieures. Je pense qu'on a tort d'envisager que l'importance ou la pertinence de nos devoirs épistémiques devrait être évaluée à l'aune de considérations pratiques exclusivement. Et je crois que ça dérive, encore une fois, d'une importation non précautionneuse des catégories morales en philosophie de la connaissance. Les considérations pratiques, elles sont parfaitement légitimes quand il s'agit d'évaluer une action, mais pas quand il s'agit d'évaluer une croyance et abstraction faite des conséquences pratiques que le fait d'entretenir une croyance peut naturellement entraîner. Et réduire ou soumettre les normes épistémiques ou les valeurs épistémiques à des normes ou des valeurs pratiques, c'est ça qui me semble être la faute que commet celui qui se dupe à lui-même, c'est-à-dire le fait de ne pas prendre la vérité suffisamment au sérieux. Et c'est ça que, dans l'épistémologie des vertus, on appelle la lâcheté ou le manque de courage intellectuel. Et Johnston décrit de cette manière celui qui se dupe lui-même comme, je cite, quelqu'un que l'on peut, début de la citation, tenir pour responsable d'un épisode qui manifeste un défaut de caractère, en l'occurrence une défaillance de ce pouvoir négatif qu'est la raison, id est, la capacité d'inhiber des changements dans les croyances lorsque ces changements ne sont pas fondés en raison. Je vous remercie de votre attention. Merci pour ce bel exposé, très bel exposé. Je pense que je vais demander à Jacques Bouvresse de venir, parce que je pense que c'est là des questions qui ne sont vraiment pas sans rapport avec bien des choses auxquelles il s'est intéressé lui-même. Vous allez être obligé de me sacrifier une fois de plus, là, parce que c'est des questions que des questions que j'avais un peu perdues de vue, bien que j'y ai touché à un certain moment. J'ai même, sauf erreur de ma part, dirigé la thèse de Ruven-Holgien sur la faiblesse de la volonté. Incidemment, je pense que Ion Elster a raison quand il dit qu'on ne devrait pas dire la faiblesse de la volonté, mais la faiblesse de volonté. Puisqu'on dit la faiblesse de caractère, je pense qu'il serait logique de parler de la faiblesse de volonté. Alors, j'ai trouvé l'exposé... D'abord, il aborde une question qui est extrêmement intéressante, c'est-à-dire jusqu'à quel point peut-on transposer le concept de la crasie au domaine de la croyance, ce qui est déjà en soi un problème. Et ensuite, bon, j'ai trouvé toute la discussion extrêmement passionnante. Alors, il y a une question que je me suis posée. Vous n'avez pas mentionné le livre de David Pearce sur l'irrationalité motivée. Est-ce que c'est délibérément ou parce que vous pensez qu'il n'apporte pas de... Il est dans le texte. C'est simplement que, pour le coup, David Pearce, ce qui me paraît problématique dans son approche, c'est que c'est justement un adepte de la division et d'une forme de division du sujet assez franche et radicale. Et ça me semble précisément commettre ce problème-là de fondamentalement introjecter, pour parler de projeter, deux agents dans un seul agent. Mais alors, du coup, ce qu'on essaye de comprendre, c'est comment la duperie de soi au sein d'une seule et même personne est possible, en postulant qu'il y a deux personnes, on ne rend pas compte de ce que c'est que la duperie de soi, c'est-à-dire la duperie dans une seule personne. Moi, j'aurais tendance à, j'adopterais plutôt la perspective du coherent self, c'est ça qui m'intéresse. Je pense que si on veut rendre compte de la duperie de soi au sens strict, c'est dans ce cadre théorique-là qu'il faut le faire. C'est la raison, pas que je tienne Peirce pour un mauvais philosophe, mais j'ai du mal, au moins du point de vue métaphysique,
à accepter sa division du sujet. D'accord, vous avez du coup déjà répondu largement à une question que je voulais vous poser à propos de justement cette fameuse théorie du moi divisé, hein, qui semble nécessaire d'introduire pour avoir une chance de se sortir de la difficulté. Alors évidemment, la difficulté qu'on rencontre immédiatement quand on cherche à appliquer le concept d'acrasie au problème de la croyance, et que ça n'a de sens que si les croyances sont sous la dépendance de la volonté. Pour qu'on puisse parler de faiblesse de volonté, je prends soin de m'exprimer comme mon ministère recommande de le faire, pour qu'on puisse parler de faiblesse de volonté dans le domaine de la croyance, il faut avoir des raisons sérieuses de maintenir que les croyances sont sous la dépendance de la volonté. Et il y a quand même un bon nombre de raisons qui incitent assez fortement à en douter. Alors, qu'est-ce que vous pensez vous-même ? Je suis complètement involontariste de ce point de vue. On fait la distinction dans les littératures entre le volontarisme doxastique et l'idée qu'on pourrait avoir, certainement pas un contrôle direct. Hein, je ne peux pas croire que P, au sens où je peux décider de lever mon bras, mais parce que, eh bien, d'une manière ou d'une autre, de manière indirecte, notamment, prétend-on, via le mensonge à soi-même ou la duperie de soi, on pourrait indirectement se mettre dans les conditions qui permettraient de se faire croire quelque chose. Alors, les choses, telles que je les envisage, hein, les choses se passeraient de cette manière-là. C'est comme si je me concevais moi-même comme un processus de production de croyances, comme un mécanisme, et que je me servais de moi comme bon petit sujet épistémique, comme bon producteur de croyances, et je me mets dans les conditions qui font que je vais avoir telle ou telle croyance. Alors, ça marche très bien dans le cas de la duperie interpersonnelle. Quand Iago fait croire à Othello que Desdémone le trompe, eh bien, il dit à Iago, l'exemple typique, c'est, voilà, Iago dit à Othello que Q, Iago sait que Othello, comme lui-même, sait que Q implique P, et donc il dit Q, et donc il s'attend bien à ce que Othello, qui n'est pas complètement idiot, à partir de Q, on n'infère que P, et donc il va le croire. Est-ce qu'on peut imaginer, encore une fois, qu'il se passe en nous le même type de choses ? Non. Si je désire avoir une croyance, ça veut dire que je ne l'ai pas. Et ça reviendrait pour moi, pour le dire de manière un peu, pas vulgaire, mais un peu triviale, ça reviendrait à... c'est une image que Nietzsche utilise justement dans Vérité et mensonge au sens extramoral. C'est comme si le soir de Noël, je me déposais un cadeau sous le sapin et que j'arrivais le lendemain matin en me disant « Ah, un cadeau !» Alors, les involontaristes imaginent que vous pouvez prendre des drogues, vous pouvez... et c'est ce que Luhrmann dit. Elle dit que qu'est-ce qui se passe dans le cas des sorciers ou des chrétiens qu'elle envisage ? C'est que le fait qu'ils sont plongés dans leurs pratiques spécifiques et notamment dans leur rituel, et le rituel de ce point de vue est tout à fait décisif, elle pense qu'ils créent les conditions qui vont faire qu'ils vont croire que... Je ne sais pas si vous connaissez cet aphorisme de Lichtenberg qui dit il y a des gens qui réussissent à croire ce qu'ils veulent, ce sont d'heureuses créatures. Et même en philosophie, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment d'heureuses créatures, parce que quand vous voyez les changements de mode, bon, on a l'impression que vous avez des gens qui du jour au lendemain se mettent tout d'un coup à croire dur comme fer, à peu près le contraire de ce qu'ils croyaient 2 ou 3 ans auparavant. Et donc, moi je suis très partagé sur cette question, parce que d'un côté je suis tenté de dire, j'ai un mal extrême à imaginer une situation dans laquelle je serais obligé de me dire, oui, je devrais être platonicien en mathématiques, on m'a tellement expliqué que je devrais l'être. Et au fond, je sais que je devrais l'être, hein, mais je ne veux pas. Hein. Mais si je trouvais... je ne peux pas dire je sais que je devrais l'être, parce que je sais que je devrais l'être, ça voudrait dire je sais qu'il y a des raisons convaincantes de l'être. Je les connais, je les reconnais comme bonnes, et c'est difficile, au même moment, si vous voulez, de dire, néanmoins, je ne le veux pas. Et puis, en même temps, on est quand même tenté de façon extraordinairement forte de parler, même en matière épistémique, de quelque chose comme une faiblesse de volonté ou un manque de caractère. Vous avez vous-même évoqué cette question. Alors, un dernier problème tout petit, est-ce qu'il servirait à quelque chose dans une discussion de ce genre d'introduire, comme on fait une distinction entre le bien apparent et entre le bien réel et le bien apparent, vous savez à quel point c'est important pour Leibniz d'essayer de faire une distinction, d'introduire une distinction entre le vrai réel et le vrai apparent. Comme vous savez, pour Leibniz, la volonté est forcément déterminée, elle est déterminée par le plus grand bien en matière d'action, et on pourrait dire, si ça avait un sens, par le plus grand vrai en matière de croyance. Ce qui veut dire que on peut pas pour Leibniz envisager de croire le faux
volontairement. Ça n'a aucun sens. On ne peut croire le faux que dans la mesure où il se présente sous les apparences d'un bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette tentative de se faciliter la solution du problème ? Oui, je pense que ça correspond tout à fait à ce que j'essayais de défendre dans le cas de... Quand je parlais de cette thèse du nul ne croit le faux volontairement. Le problème que ça pose, un petit peu comme nul ne fait le mal volontairement, la maxime platonicienne, c'est qu'à ce moment-là, vous ne pouvez plus être considéré comme responsable. C'est-à-dire que vous faites le mal par erreur, par ignorance potentiellement, mais par conséquent, vous ne pouvez pas être tenu comme responsable. Donc vous commettez une erreur, vous ne commettez pas une faute. Et la position que j'essayais de défendre, avec plus ou moins de succès, je vous l'accorde, c'est que je pense que celui qui se ment à lui-même commet bien une faute. C'est-à-dire qu'il y a bien... Alors, c'est une notion morale assez lourde, mais en tout cas, il est bien responsable de ce qu'il croit. Il y a bien un rapport à une norme, et une norme qu'il dévoie, ou du moins vis-à-vis de laquelle il s'écarte. Mais je ne pense pas que Leibniz dirait que l'on n'est pas responsable, parce qu'on avait le devoir d'être mieux informé, en tout cas de faire l'effort nécessaire pour essayer d'être mieux informé, de se demander plus sérieusement si ce qui apparaissait sous les dehors d'un bien n'était pas en réalité un mal, etc. Oui, il y a ce problème-là. Et puis alors, il y a un aspect aussi temporel et dynamique de la question, c'est-à-dire qui, je crois, doit se manifester aussi dans le domaine épistémique, c'est-à-dire quand on dit je sais que je devrais voir que, je devrais croire que, parce qu'il y a des bonnes raisons, etc. Il peut y avoir des moments où, oui, on arrive presque à le croire, parce qu'à ce moment-là, on trouve les raisons convaincantes. Puis à un autre moment, comme dirait Leibniz, on a oublié les raisons, parce qu'on a été distrait d'une façon ou d'une autre, ou bien tout d'un coup, les raisons ne paraissent plus comme tout à fait aussi fortes. Voyez. Donc peut-être aussi qu'il faudrait faire intervenir cet aspect-là. Mais le parallélisme, quand même, continue à se heurter à des difficultés assez sérieuses. Le parallélisme entre la crasie en matière épistémique et l'acrasie en matière éthique. Je ne veux pas vous commenter davantage, mais c'est simplement pour vous dire à quel point je trouve la question fascinante et à quel point j'ai apprécié le traitement que vous en avez proposé.